Eh bien, bonjour Emmanuel et puis, merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter Proxinov. En un mot ou plutôt en quelques-uns, Proxinov, nous, on est spécialisé autour de la robotique industrielle et nous avons 3 casquettes. La 1re casquette est celle de réseau, la deuxième de centre technique et d'innovation et la troisième est celle de centre de formation. Notre mission, c'est prioritairement d'aller accompagner des industriels, plutôt des industriels PME, primo-accédants, sur la robotique, à se robotiser. On va aller lever les verrous techniques, technologiques, pour pouvoir les accompagner à robotiser leurs process, que j'appelle majoritairement de l'artisanat industriel. On est sur des procédés avec beaucoup de pièces uniques, des petits flux, des pièces unitaires, des pièces qui sont extrêmement variables sur tout type de secteur et de filière, de l'agriculture au soudage, comme le disait Eduardo sur Fuzzy Logic avec lequel on travaille. Et ensuite, une fois qu'on a levé les verrous technologiques, on va aussi lever les verrous humains. Parce que robotiser une entreprise, c'est énormément de changements quand on ne sait pas robotiser en amont. Donc c'est des changements organisationnels, c'est des changements de procédés, c'est des changements au niveau des compétences. Et c'est aussi pour cela que nous sommes un centre de formation. Notre but, c'est d'aller former majoritairement les industriels à l'adoption de la robotique. Et on a aussi une expertise qui est reconnue partout en France sur les sujets de sécurité. Donc on forme également des intégrateurs et des fournisseurs de solutions à tous les aspects de la sécurité machine, et notamment à l'arrivée des nouvelles normes autour de la directive machine, nouveaux règlements machine, cybersécurité et IA. Donc on est basé en région Pays de la Loire et en région Normandie et on rayonne sur tout le territoire national avec plus de 200 adhérents qui sont extrêmement dynamiques parce que notre filière est très dynamique. Parce que ça, c'est un point important quand on a préparé cette intervention. Je vous ai dit, oui, mais on part de tellement loin. Jusque-là, notamment dans les PME, il faut quand même le reconnaître, hein, c'était un peu le niveau zéro de la robotique en France, alors que l'Allemagne avait quand même commencé à robotiser ses PME. Mais vous me disiez, vous vous trompez, parce que ça y est, le mouvement est véritablement lancé. C'est pas que du commerce, ça, pour nous dire que ça commence à fonctionner? Moi, je suis pas commerciale, je suis technique. Du coup, je vais pas vous dire que c'est que du commerce. Moi, je le vois, ça fait un peu moins de 20 ans que je grenouille dans le monde de la robotique et je vois une vraie différence entre les promesses d'il y a 15 ans et les promesses de maintenant. Il y a 15 ans, on avait beaucoup d'espoir d'aller robotiser des PME, mais avec des solutions qui étaient plus flexibles, plus adaptables et puis surtout assez onéreuses. Et donc, la grande révolution que nous voyons arriver depuis 5 ans, ce sont des acteurs qui ont enfin compris que dans les PME, on ne pourra pas recruter de roboticiens. On fait avec l'existant et c'est cet existant-là qui doit monter de niveau, être formé avec des solutions qui sont plus simples à prendre en œuvre, à prendre en main et surtout, on ne peut plus mettre 5 jours de programmation robot pour changer une série de pièces quand on fait de la pièce unitaire ou du très petit volume. Et donc, ce qui change, c'est grâce à l'adoption de toutes ces nouvelles technologies, donc à la fois des interfaces humain-machine un peu plus novatrices, un peu plus dans l'air du temps, l'adoption des outils d'IA, l'adoption d'aide à la programmation et surtout un focus très très fort aussi sur les cas d'usage. Je reviens sur ce que disait Eduardo, c'est pendant très longtemps on a considéré qu'un robot devait tout faire et tout faire bien, et donc ça perdait aussi les PME qui ont besoin d'avoir un peu d'ancrage terrain et de pragmatisme. Et donc là on arrive avec des solutions aussi qui sont modernes, pré-packagées, qui ont cette promesse de flexibilité, à un prix qui est aussi correct en matière de ROI, de retour sur investissement pour les PME. Et pour moi, c'est vraiment ce qui change et ce qui va permettre et ce qui permet déjà aussi à des petites entreprises de se robotiser plus sereinement. On va développer tout ça, mais je reviens avant à Eduardo. Dans une PME, hein, le sujet n'est pas que économique, puisque le grand défi, c'est quand même aussi de faire finalement accepter ces robots dans des organisations qui n'ont pas les mêmes moyens ni la même culture que les grands groupes. Comment justement vos logiciels qui misent sur la facilité d'utilisation, pardon de le résumer comme ça, mais comment ça peut aider à une meilleure adaptation? Alors, effectivement, le propos est tout à fait juste. Il y a une réticence, on va dire, humaine. La première, c'est l'acceptation sociale d'un robot. Ça, c'est un premier frein. Dire, bah tiens, je vais te mettre de côté parce que je vais être remplacé par un robot. C'est un peu l'image un peu binaire qu'on a de la robotique. Ah, qui peut arriver malgré tout. Qui peut arriver malgré tout, mais après, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis patron de PME, j'ai besoin de produire, j'ai besoin d'un ROI. Comme l'a dit tout à l'heure Jade, j'ai besoin de pragmatisme.
Pragmatisme, c'est combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Hmm. Si ça me coûte 5 jours de programmation pour pouvoir attaquer une nouvelle série, j'ai perdu. Si ça me coûte que une demi-journée, voire 10 minutes, là j'ai gagné le pari. Et pour ça c'est notre métier. On essaie d'évangéliser d'une certaine manière cette accessibilité à la robotique. Après, il y a un frein, donc il y a le frein humain, il y a le frein financier, tout à l'heure aussi. Jade, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le frein financier, il y a quelques années, s'équiper d'un robot, c'était... attention, il faut qu'on ait des aides, il faut qu'on ait dans tous les sens. Les prix Et y compris pour des cobots qui n'étaient pas si chers que ça, mais dont on n'a pas toujours réussi à développer de vrais cas d'usage derrière, quoi. Parce qu'on prenait les cobots pour la solution miracle et qui était capable de tout faire. Mm. C'est pas le cas. Un robot fait une chose, et il faut qu'elle fasse cette chose, elle la fasse bien. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on prône. Donc, encore une fois, dans le métier de la soudure, l'idée de se dire, ok, j'ai pas de soudeur, comment je fais? Je perds une commande? Non, alors c'est là où au fait notre métier, c'est de pouvoir évangéliser, de se dire, ok, la robotique, elle est accessible. Elle est accessible non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue technique, technologique. C'est-à-dire le gros levier, on va dire, d'évolution et d'acceptation. Jacques, je reviens à vous parce que ce qui est intéressant, vous disiez, vous aviez 3 piliers, notamment un pilier de formation, et j'ai envie de dire sur toute la chaîne de formation, parce que vous commencez dès les étudiants, et après vous faites une sorte de formation en continu, hein, je ne sais pas si c'est comme ça que vous voudriez qu'on le dise, mais pour les salariés au sein des entreprises, justement pour lutter contre l'idée de se dire on va toujours me piquer mon job, je vais plus servir à rien, pour essayer d'être dans l'accompagnement, je peux le dire ainsi? Tout à fait ça. Donc globalement, ce que nous faisons, on le fait parce qu'on a vu que ça marchait et on a vu que ça transformait notamment l'adoption de la robotique dans les PME. On a un vrai problème de culture et d'imagination autour du robot qui fait qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur des opérateurs et des opératrices de voir le robot prendre leur emploi et donc de la défiance. Et donc ce que nous faisons, nous, c'est beaucoup d'accompagnement et de formation pour leur permettre de comprendre ce que c'est que le robot, de tester en conditions réelles, de s'approprier en fait cet outil. Et ça donne même en général d'excellentes idées pour améliorer les postes de travail existants. Une fois qu'ils ont testé et qu'ils ont vu les avantages, mais aussi les limites de l'outil robot, puisque l'outil robot a des limites, et qui leur permet d'aller imaginer des cas d'usage qui leur apporteront des bénéfices directs. On a accompagné par exemple récemment, donc l'année dernière, une société qui fait de la nutrition animale et qui devait du coup faire de la palettisation de sacs de croquettes. Globalement, le défi technique n'était pas très fort. La palettisation de grands sacs de croquettes, ça se fait très, très facilement. Les technologies sont là. Par contre, c'était vraiment une primo-robotisation pour cette entreprise et il y avait pas mal de défiance dans l'entreprise, notamment parce qu'il y avait un mix générationnel très fort. Et donc ce que nous avons fait, c'est nous avons fait venir tous les opérateurs, les 25. On les a fait venir chez nous à Proxinov parce qu'on a la chance unique d'avoir ce qu'on appelle une usine pilote, donc 1000 mètres carrés d'espace avec une trentaine de robots différents, de cas d'usage de cellules robotisées bien intégrées, qui permettent d'expérimenter, qui permettent pas seulement d'être vus en mode showroom, mais vraiment de tester les mains dans le cambouis. Et en fait, après, donc ce groupe a fait 2 demi-journées de formation chez nous et au bout de la deuxième demi-journée, ils étaient tous promoteurs de la robotique. Même ceux qui étaient vraiment très antagonistes au départ, ils ont vu l'avantage. Et donc, c'est une robotisation réussie complètement par l'entreprise qui est déjà en train d'imaginer 2 autres projets. Donc pour une entreprise PME qui n'imaginait même pas pouvoir intégrer de la robotique, qui est venue chez nous entre guillemets par curiosité, je trouve que c'est un vrai succès. Et des succès comme ça, on en a fréquemment. Et justement, c'est peut-être la clé, c'est de venir voir comment ça se passe pour démystifier et sortir de la vie qu'on a. Parfois de se dire, c'est que pour les grands groupes, là typiquement, Renault va taper très fort avec l'arrivée de robots semi-humanoïdes parce qu'ils n'ont pas de tête. Ils ont des bras, ils ont un corps, mais ils n'ont pas encore de tête. Mais a priori, ils vont être assez impressionnants dans leurs usines. C'est tout cela aussi, venir voir, ça permet de démystifier. Venir voir et aussi toucher, manipuler. Voir, ça ne suffit pas, c'est important de se l'approprier et on ne peut pas se l'approprier tant qu'on n'a pas mis entre guillemets les mains dans le cambouis.
Et c'est aussi pour ça qu'avec Global Industries, on fait aussi un très, très bel espace qui s'appelle l'entrepôt connecté. Parce qu'un vrai sujet aussi, c'est la modernisation, des entrepôts logistiques et de tout cet aspect, logistique de la chaîne de valeur et donc dans lequel on aura quasiment 400 mètres carrés où justement on pourra toucher, manipuler, mettre les mains dans le cambouis et comprendre toutes ces technologies, d'intelligence artificielle, de simulation, de robotique mobile, pour la modernisation. Voir c'est bien, manipuler c'est mieux.